Très Vous bien. pouvez effectivement retrouver ce nom un petit peu partout, notamment Ah, dans d'accord. les anciennes cités minières, D'accord. il peut y en avoir. D'accord. Bonjour, Bonjour, bienvenue. merci Virginie Claudet-Maurice, de la communauté de communes Basset-Montois. Très bien. Attendre encore quelques petites minutes, hein. Bonjour, communauté de communes de la Vanne et du Pays d'Hôte. Bonjour et Bonjour. bienvenue. Merci. Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire pour argumentaire sur le passage en fiscalité professionnelle unique, FPU. Mais je vous remercie d'être aussi nombreux à participer à ce webinaire. Donc, n'hésitez pas, hein, c'est un webinaire qui peut être interactif, donc soit par l'intermédiaire du chat, soit directement en posant votre question. N'hésitez surtout pas à intervenir lors de mon propos pour que ce soit un peu plus, avec un peu plus d'échange. Alors, pour lancer de suite et vous présenter rapidement Ecofinance en quelques mots. Ecofinance donc, est un cabinet de conseil en ressources publiques, hein, qui agit depuis plus de 27 ans auprès des collectivités, hein, que ce soit des communes, des intercommunalités ou des départements. Donc, sous le triptyque donc, d'accompagner, d'équiper ou de former, hein. Donc, nous accompagnons les collectivités et les décideurs locaux donc, dans leur stratégie financière et fiscale. Équipés, ben, nous sommes dotés de solutions logicielles, donc que ce soit pour le budget, pour la lecture des données fiscales, et formés, puisque nous avons un agrément donc, pour former les élus locaux et les cadres territoriaux. Donc, le passage en FPU, bah, ça fait partie de notre identité et c'est des choses que l'on fait régulièrement auprès des collectivités. Et donc, il nous semblait opportun de vous proposer ce webinaire parce que nous sommes, on le verra, dans un timing qui est fort à propos pour préparer la prochaine mandature. Alors, elle est en 2026, mais la préparer, bah, ça, c'est peut-être déjà penser aujourd'hui, vous qui êtes en fiscalité additionnelle, à passer, pourquoi pas, au niveau du régime de fiscalité professionnelle unique dans votre EPCI. Alors, juste quelques statistiques pour voir un petit peu et situer le contexte, hein. Aujourd'hui, sur les 1254 donc, EPCI que l'on a sur le territoire national, 161 EPCI sont en fiscalité additionnelle. Le reste est en fiscalité professionnelle unique. Donc ça représente 12,8% donc, des EPCI et ça représente 2,4 millions d'habitants. Alors, il y a eu une accélération, hein, de ce passage donc, des intercommunalités du régime de fiscalité additionnelle au régime de fiscalité professionnelle unique, notamment avec la loi NOTRe donc 2015, 2016, 2017, où en 2016, on avait 37% des EPCI qui étaient en fiscalité additionnelle, donc pour aujourd'hui, à peine 13%. Donc vous voyez que ça a bien dégringolé. Et si on regarde juste sur une année, hein, il y a 4 PCI qui ont changé de régime fiscal l'an dernier. Euh, on peut noter par exemple la communauté urbaine pardon, du Mans, qui était la seule communauté urbaine à être encore en fiscalité additionnelle et qui est passée en fiscalité professionnelle unique. Alors, si on regarde un petit peu la typologie hein, de ces intercommunalités, bah, on voit que pour plus de la moitié d'entre elles, hein, il y a 20 communes elles ont pardon, plus de 20 communes membres, hein, vous voyez dans ce premier tableau. Si on regarde donc le deuxième tableau et de la taille finalement donc, des EPCI,
la majorité de ces EPCI en fiscalité additionnelle ont une population donc entre 5 000 et 15 000 habitants, hein, donc effectivement on est peut-être sur des territoires peu peuplés. Et si je regarde une dernière statistique qui est assez aussi intéressante, la composition de la taille des communes finalement de ces EPCI, on voit que pour la plupart des communes, hein, 3708 communes, donc au moins de 700 habitants, donc on est plutôt sur des compositions d'EPCI avec des communes donc avec de nombre d'habitants assez peu important. Alors, vous allez me dire, ben, c'est normal parce qu'on est plutôt sur des territoires de montagne, des territoires ruraux. Donc oui, effectivement, quand on prend les départements que vous avez là sous les yeux, l'Aube par exemple, ben, il y a 41% des communes qui appartiennent à un EPCI en fiscalité additionnelle. Le Cher, 47%, la Corse du Sud, donc 49%, la Haute-Corse, 83%. Bon, vous voyez un petit peu tous les départements. Là, j'ai pris les départements pour lesquels il y avait le plus donc, de communes en fiscalité, donc qui appartenaient à un EPCI en fiscalité additionnelle. Donc effectivement, on est sur des territoires de montagne, ou des territoires ruraux ou particuliers, si on se réfère à la Corse. Mais on a aussi des contre-exemples, hein. Si on regarde donc les territoires comme l'Ardèche, l'Ariège, le Cantal, la Corrèze, la Creuse, la Haute-Loire, la Puy-de-Dôme, la Sarthe, pour ne citer que, hein, ce sont des départements où 100% des EPCI sont aujourd'hui en régime de fiscalité professionnelle unique. Alors donc, il n'y a pas une excuse forcément à être dans un territoire rural pour rester en fiscalité additionnelle ou être en territoire de montagne pour rester en fiscalité additionnelle. On travaille notamment, pour un exemple, avec une grosse collectivité en termes de communes, hein, qui a une soixantaine de communes sur un territoire de montagne, qui est sur 4 vallées différentes. Et pourtant, ils arrivent à avoir finalement une identité unique et à se regrouper autour d'un EPCI avec un projet territoire commun, et donc ce qui a permis donc de pouvoir passer en régime de fiscalité professionnelle unique. Voilà pour la petite histoire. Alors, le régime de fiscalité unique, alors pourquoi faire? Ouais, on est très bien en fiscalité additionnelle, hein. En plus, ces fusions, elles ont souvent été imposées par les schémas départementaux de coopération intercommunale, hein, les SDCI, comme je le disais, avec la loi NOTRe en 2015-2016, qui a imposé finalement des mariages entre intercommunalités, des mariages parfois forcés, et donc qui ont fait que voilà, on se regarde toujours en chaîne de faïence, et puis voilà, on va surtout pas bouger, on reste chacun dans son coin, et on ne veut pas accéder finalement à une intercommunalité commune et essayer d'avancer finalement dans un projet territoire. Donc c'est suite à cela qu'on est souvent aussi encore en fiscalité additionnelle. Il y a des incohérences aussi de territoires qui ont été liées à ces mariages forcés, hein. On n'est pas dans le même bassin de vie. On a des EPCI avec des compétences qui sont parfois différentes aussi quand elles ont été mariées. Donc du coup, tout ça fait qu'il y a de l'incompréhension, de l'incohérence au niveau de ces mariages qui ont été mis en place par la loi NOTRe. Et donc du coup, on reste figé finalement par ce mariage. On a aussi donc les problèmes aussi de partage de richesses de territoire qui peuvent se arriver, où on voit, nous, fréquemment, des communes qui souhaitent garder finalement leur richesse économique. Alors, je ne vais pas parler de centrales nucléaires, hein, mais déjà, quand on a quelques éoliennes sur son territoire, des fermes photovoltaïques, pourquoi pas un bout d'autoroute ou des entreprises assez importantes qui se sont installées sur un territoire, il y a certaines communes qui ont plutôt tendance à se dire, bon, cette richesse, je l'ai, j'ai fait des efforts pour pouvoir attirer ces entreprises ou pour pouvoir créer mon champ, ma ferme photovoltaïque. Donc voilà, je veux garder cette richesse, elle m'appartient et je ne veux pas la partager finalement avec le territoire. On pourrait parler aussi des problématiques d'ego. Alors il y a là, hein, elles subsistent encore, hein, de certains élus, et des guerres de clochers que l'on peut avoir. Mais bon, voilà, les mentalités ont quand même bien évolué. Donc on n'est plus sur ces problématiques-là, ou beaucoup moins. C'est plutôt effectivement les 3 premières problématiques que l'on rencontre le plus souvent sur des territoires où on est toujours encore en fiscalité additionnelle. Alors ce régime de fiscalité professionnelle unique, pourquoi je devrais y passer, hein, alors que finalement je suis bien dans mon train-train quotidien? Pourquoi pas faire finalement aujourd'hui de l'intercommunalité un acteur fort du territoire et pour un territoire plus fort.
il faut effectivement savoir et pouvoir définir précisément les ambitions apportées par le territoire et identifier finalement la place de l'EPCI dans ce projet de territoire. Quelles compétences je vais pouvoir exercer et avec quels moyens? Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et mes compétences, je vais pouvoir les exercer uniquement si je peux financer finalement ce projet de territoire. Et donc le passage en régime de fiscalité professionnelle unique, je vais vous le montrer tout à l'heure, est un moyen finalement de concentrer au niveau de l'EPCI, de donner à l'EPCI beaucoup plus de moyens pour pouvoir financer ce projet de territoire. Alors, il y a aussi la mise en commun, bien sûr, de l'exercice des compétences, hein. Alors, l'exercice des compétences, il peut se faire sous différentes formes, hein, différentes formes de coopération. On peut avoir des coopérations conventionnelles avec des groupements de commandes, de prestations de services, par exemple, ou de mise à disposition de services et d'équipements. On peut aussi mettre à disposition finalement ou mutualiser des services communs, hein, ça peut être la mutualisation d'agents ou autre, ou alors aller vers des coopérations un peu plus pérennes finalement, notamment avec la délégation de compétences ou le transfert de compétences qui va se faire notamment via ce régime de fiscalité professionnelle unique. Alors, vous allez me dire, le transfert de compétences, on peut le faire aussi en fiscalité additionnelle. Oui, mais c'est quand même assez peu lisible parfois, et notamment dans son financement, et on en reparlera juste après. Un quatrième pardon, point, c'est finalement aussi introduire sur le territoire de la péréquation. La péréquation, ça veut dire quoi? C'est mettre en place finalement de la solidarité sur le territoire par la mise en place de dotations, pourquoi pas de solidarité communautaire, par le principe aussi de fonds de concours, par une répartition différente et dérogatoire, par exemple du FPIC que l'on peut mettre en place. Donc c'est tous ces outils finalement supplémentaires que l'on va avoir à soi qui vont permettre de redistribuer finalement de la péréquation et de la solidarité sur un territoire et de faire que ben, c'est pas chacun, on ne va pas tirer chacun la couverture à soi et de son côté, mais plutôt mettre en commun sur le territoire, donc la richesse que l'on peut avoir, alors richesse financière, mais aussi richesse de compétences, richesse à tous les niveaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi très important. Et enfin, le dernier point, et qui était intéressant, et j'en ai parlé dans mon propos préliminaire, hein, c'est vraiment profiter aujourd'hui du calendrier électoral. Euh, Aujourd'hui, donc on est début 2024, je vous montrerai un calendrier donc d'échéances possibles donc quand on passe en FPU, en fiscalité professionnelle unique. C'est vraiment profiter de mettre en place finalement les éléments nécessaires pour pouvoir dès 2026, donc le début du prochain mandat, au niveau local, d'avoir en fait toutes les cartes en main pour commencer un nouveau mandat en étant dans un régime donc, qui est déjà mis en place et pour pouvoir financer le projet territoire sur la mandature suivante. Donc c'est déjà le penser aujourd'hui, l'intégrer aujourd'hui et pourquoi pas passer à l'acte hein, dès aujourd'hui, hein, en 2024 ou en 2025, de manière à ce que en 2026, vous soyez prêts pour, au niveau de votre territoire, au niveau de votre EPCI, pouvoir exercer des compétences nécessaires donc, pour avancer dans le projet territoire et financer ce projet territoire. Alors, le régime de fiscalité professionnelle unique, c'est compliqué. Souvent, ce qu'on dit, ouais, c'est compliqué, machin. Bon, pas du tout, c'est pas du tout compliqué. Il y a un article hein, qui, dans le Code général des impôts, hein, c'est l'article 1609 nonis C, qui indique donc comment on fait pour passer en fiscalité professionnelle unique. Hein. Alors là, je vous mets à l'écran très rapidement cet article. Hein. À partir de Légifrance, vous pouvez aller jeter un œil. Voilà. Il est assez long. Ça reste des textes de loi, donc c'est assez indigeste, hein, c'est particulier. Ça fait référence à beaucoup d'autres articles, donc c'est vrai que parfois on se dit, bon, faut s'en dépatouiller, c'est pas forcément évident. Mais bon, on arrive quand même à en avoir une lecture et arriver jusqu'au bout, avec un petit peu d'entraînement assez simple. Donc cet article-là va vous orienter pour savoir tout ce qu'il faut mettre en place donc, pour ce passage en FPI. Alors effectivement, il y a un calendrier derrière qui est à respecter une fois qu'on décide de passer donc en fiscalité professionnelle unique.
lors de la création, avec des étapes donc qui sont bien définies. Je vais vous les montrer tout juste à côté. Et il y a aussi de nouvelles instances qui vont être à créer, hein, et qui vont participer finalement à la vie de l'EPCI dans un régime de fiscalité professionnelle unique, qui sont la CLECT, la Commission locale d'évaluation des charges transférées, et la CIID, Commission intercommunale des impôts directs. Alors, la CLECT, elle va participer à tout un tas de travaux en fait, à effectuer auprès de l'EPCI, notamment lorsqu'il y aura des transferts de charges. Alors, voilà, pourquoi c'est opportun de se poser la question, est-ce que je peux passer ou pas ce régime de fiscalité professionnelle unique dès 2024 ou 2025, c'est que voilà, il y a un calendrier qui va être contraint avec des étapes bien précises. Si je décide, par exemple, en 2024 et avant le 31 décembre 2024 d'opter pour le passage en fiscalité professionnelle unique, il faudra pouvoir délibérer avant le 31 décembre de l'année pour ce passage en fiscalité professionnelle unique. Cette délibération, elle a lieu au niveau du conseil communautaire et elle se fait à la majorité simple. D'accord? Il suffit d'avoir la majorité auprès donc de vos participants, de vos élus, pardon, au conseil communautaire. À partir de là, vous avez différentes étapes. Donc, au 1er janvier, vous changez de régime et vous avez tout un tas de petites étapes qu'il faudra respecter. La première d'entre elles, c'est avoir une communication qui va se faire donc, auprès des communes. Alors, là, il y a l'acronyme de AC, donc des attributions de compensation. Je rentrerai éventuellement dans le détail tout à l'heure si vous le voulez. Au 1er mars, il faudra constituer les fameuses CLECT et les fameuses CIID. Au 1er avril, il faudra voter les taux de fiscalité directe, voter les budgets et voter les AC, les attributions de compensation provisoires. En juin-juillet, il y aura en 2025 très certainement des travaux que devra mener la Commission intercommunale des impôts directs sur les locaux professionnels du territoire, en redéfinissant les secteurs tarifaires et en mettant pourquoi pas des coefficients de localisation. Là, on rentre dans du détail technique, mais ce n'est pas l'objet du webinaire aujourd'hui. Mais bon, c'est juste pour vous présenter ce calendrier. Avant le 30 septembre, pardon, il faudra voter le premier rapport de la CLECT pour l'adoption des attributions de compensation définitives. Et avant le 1er octobre de l'année, voter des exonérations facultatives, comme vous pouvez le faire aujourd'hui, soit dans vos communes, soit dans les EPCI en fiscalité additionnelle. Voter des dispositions fiscales, notamment par exemple la cotisation minimum de CFE. Voilà, c'est des petites choses. Des calendriers dans lesquels on retrouve des dates finalement qui vont s'appliquer sur les communes ou sur les EPCI en fiscalité additionnelle, mais avec des rendez-vous très précis qu'il faudra respecter pour pouvoir actionner ce passage en fiscalité professionnelle unique. Mais rien de très complexe en soi, juste des rendez-vous à ne pas manquer. Donc, c'est pas si complexe que ça. Alors, le régime, je vous parle donc d'attribution de compensation, voilà, ce genre de choses. Ce qu'on entend aussi souvent, c'est que ce régime donc, de fiscalité professionnelle unique, quand on va y passer, ça va appauvrir les communes. Pourquoi? Parce que on vous dit effectivement que dans le régime en fiscalité additionnelle, la répartition de la fiscalité qui va financer le projet territoire, qui va financer le service public sur le territoire, dans un régime de fiscalité additionnelle, elle est répartie comme ça, tout le monde finalement, que ce soit les communes membres de l'EPCI ou l'EPCI à fiscalité additionnelle, tout le monde perçoit un petit peu de fiscalité de tout. Donc, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sur le non bâti, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, la cotisation foncière des entreprises, l'IFER, la TASCOM, sont partagées entre les communes membres et l'EPCI. Donc, c'est ce qu'on appelle la fiscalité additionnelle, c'est-à-dire que l'EPCI vient rajouter une fiscalité additionnelle aux communes membres. En passage en fiscalité professionnelle unique, l'EPCI va recevoir la totalité des recettes liées à la fiscalité qui va être relative à l'occupation des entreprises. D'accord? Et donc, les communes ne perçoivent plus la CFE, ne perçoivent plus l'IFER, ne perçoivent plus la TASCOM. Et donc, ça, c'est là l'EPCI qui va le percevoir à la place de la commune. Et les communes ont souvent tendance à penser que je perds de la fiscalité, donc je perds de la richesse. Et donc, je m'appauvris. Pas du tout, parce que derrière cela, bien sûr, il y a une perte donc, de pouvoir de taux, une perte de
politique d'exonération pour la commune, puisqu'elle ne pourra plus agir sur ses taux de CFE comme elle l'entend, ou sur les politiques d'exonération sur la CFE, mais elle ne va pas perdre de richesse, parce que derrière, on va avoir un système, en fait, d'attribution de compensation qui va permettre aux communes d'être compensées par le PCI des sommes qu'elle a reversées via cette fiscalité additionnelle, cette fiscalité professionnelle. Alors, je vous explique un petit peu très rapidement comment ça fonctionne. Le régime de fiscalité additionnelle, ben, vous avez les communes, donc je fais un budget très rapide comme ça, avec à gauche la colonne des dépenses, à droite la colonne des ressources, hein. Donc il y a la fiscalité ménage, ce qu'on appelle fiscalité ménage, donc la taxe foncière, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires qui est perçue, mais aussi toute la fiscalité économique liée donc au bâti économique et à l'occupation du bâti économique, donc la CFE, l'IFER et la TASCOM. Le PCI perçoit aussi certaines choses. Si on bascule en fiscalité professionnelle unique, la fiscalité économique va être reversée des communes vers le PCI, d'accord? Mais en compensation, et à l'euro près, le PCI va redistribuer vers les communes ce qu'on appelle donc l'attribution de compensation. Et donc, c'est vraiment budgétairement un transfert donc, et une neutralité budgétaire qui va se faire. Le PCI récupère la fiscalité économique liée à l'occupation, CFE, IFER, TASCOM, et en compensation, le PCI reverse le même montant sous forme donc d'attribution de compensation, ce AC, c'est attribution de compensation, qui va venir donc être une ressource que vont percevoir finalement les communes. Donc on est vraiment sur, c'est important de le dire, une neutralité budgétaire. Les communes ne perdent pas, le PCI ne perd pas non plus, et ne gagne pas plus que ça. Ça, c'est au moment du passage en FPI. Après, effectivement, vous allez me dire, ouais, mais il y a pas mal de petites choses. Je vais perdre effectivement le pouvoir de taux, je vais perdre dans la dynamique des bases fiscales. Bon, on en reparlera tout à l'heure dans les objections que l'on peut avoir régulièrement, mais déjà comprendre que lors de ce passage en FPU, il n'y a pas d'appauvrissement des communes en termes de fiscalité, c'est déjà une bonne chose. Le financement que vous avez lorsque vous êtes en fiscalité additionnelle, hein, le financement de la compétence, par exemple, vous décidez de transférer la compétence des communes vers l'intercommunalité pour la petite enfance, par exemple, hein, ce que vous faites souvent, vous transférez effectivement toutes les charges des communes vers le PCI qui va gérer maintenant la petite enfance. Et le PCI, soit elle a les capacités financières d'absorber finalement toutes ces charges, et elle le fait, soit elle les a pas, et dans ces cas-là, elle va augmenter son taux au niveau de l'EPCI, alors que ce soit un taux sur la taxe foncière, sur la taxe d'habitation sur les zones secondaires ou sur la CFE, mais elle va être obligée d'augmenter finalement son taux de manière à pouvoir absorber finalement ce transfert de compétences. Charge alors, dans ces cas-là, s'il y a une hausse des taux de l'EPCI, aux communes membres de baisser à due proportion les taux, de manière à ne pas faire peser sur les contribuables du territoire une surfiscalisation en augmentant et en additionnant finalement les impôts, que ce soit côté commune ou côté EPCI. C'est pas toujours la règle du jeu qui est mise en place, hein. Souvent, effectivement, le PCI récupère une compétence, donc c'est des coûts supplémentaires. Elle peut pas, donc elle augmente ses taux, oui, elle augmente, mais les taux, les communes, pardon, ne jouent pas le jeu en baissant leurs taux, et donc du coup on arrive à une surfiscalisation donc, de ce territoire, et c'est bien dommage. En fiscalité professionnelle unique, lorsqu'il y a justement ces transferts de compétences qui se font, ça se fait toujours via cette fameuse balance que l'on peut avoir entre fiscalité économique qui a été versée au départ par les communes vers l'intercommunalité, et ce retour finalement d'attribution de compensation qui va finalement être la variable d'ajustement en fonction des compétences qui vont être, et du coût des compétences qui vont être transférées vers l'intercommunalité. Donc si je reprends mon graphique de tout à l'heure, hein, où je reprends effectivement, lors de mon passage en FPU, je transfère la fiscalité économique CFE, IFER, TASCOM des communes vers le PCI, et de l'autre côté, le PCI redonne une somme donc sous forme d'attribution de compensation qui est l'équivalent de ce qu'elle a reçu en fiscalité économique. Lors d'un transfert de compétences, on est sur le même principe, hein,
il va y avoir des charges qui vont être transférées de cette compétence qui est exercée par les communes, hein. Donc sur la petite enfance, ben, c'est toute la gestion qui va se faire autour des crèches, autour de l'accueil donc dans les écoles, dans le scolaire, le périscolaire, etc., qui va se faire et qui va générer un transfert de charges des communes qui va s'alléger vers le PCI, qui va finalement avoir cette compétence-là. De l'autre côté, ben, automatiquement, on va déduire de l'attribution de compensation qui est reversée de l'EPCI vers les communes ces charges transférées. Donc l'attribution de compensation, l'enveloppe va diminuer, c'est bien normal, c'est un équilibre. De l'autre côté, on pourrait pourquoi pas avoir des recettes qui sont liées au transfert de la nouvelle compétence, hein. Ça peut effectivement arriver. Donc ces recettes sont aussi transférées des communes vers l'intercommunalité et ces recettes vont participer à générer une nouvelle enveloppe d'attribution de compensation qui sera reversée, bien sûr, à la commune, au communement. Donc tout ça se fait dans des équilibres budgétaires, hein, qui sont bien pensés. Donc pas d'appauvrissement finalement, hein, au niveau que ce soit des communes ou de l'intercommunalité, dès qu'il y a passage en FPU ou dès qu'il y a transfert de compétences. Et au contraire, même, ça participe à l'équilibre fiscal du territoire, de ne pas surfiscaliser finalement, avec une augmentation des taux que pourrait avoir un EPCI, de surfiscaliser le territoire et surfiscaliser les contribuables. Alors, les avantages donc d'un passage en FPU, donc j'ai mis une petite liste là, hein. Elle n'est pas forcément exhaustive, hein, mais voilà, en fonction des territoires, elles vont être un petit peu particulières, hein. Un des premiers, hein, puisqu'on transfère la fiscalité des locaux économiques des communes vers le PCI, la première, ben, ça va être finalement, à terme, supprimer les écarts de taux que l'on peut avoir au niveau de la cotisation foncière des entreprises, donc au niveau des entreprises. Et ça permet d'atténuer finalement la concurrence entre les communes par rapport à l'accueil des entreprises. Quand vous avez une commune qui peut avoir un taux de CFE qui est à 10%, alors que l'autre commune, elle est à 25%, hein, ça peut arriver dans certains territoires où on a vu ça, ben, l'entreprise, elle peut se dire, bon, ben, je vais plutôt essayer de m'installer là où ça va me coûter moins cher, donc dans la commune A, plutôt que dans la commune B. Avec le passage en FPU, ben, on a une uniformisation finalement du taux de ce CFE, et donc du coup, on rentre plus en concurrence, et vraiment, c'est au niveau du territoire général que finalement l'accueil des entreprises va se faire, et non plus dans une commune particulière à une autre. On va mutualiser aussi le risque économique. Il suffit que sur un territoire, vous perdez finalement une entreprise importante, vous avez une perte de base et perte de ressources qui va être très importante pour une commune. Mutualiser finalement ce risque économique au niveau de l'intercommunalité va permettre d'absorber plus facilement ces problématiques-là, ces risques économiques que l'on peut avoir. Et inversement, dès qu'on a une richesse finalement au niveau du territoire, eh bien, ça va permettre de partager la richesse, hein, de ne pas la garder uniquement sur une seule commune, mais de l'amener au niveau intercommunalité et de pouvoir redistribuer cette richesse après au niveau de la solidarité qui peut être mise en place donc sur le territoire. C'est accompagné aussi donc la politique économique intercommunale, donc en unifiant bien sûr les taux de CFE et les différentes aides que peut apporter finalement le PCI sur le territoire, hein, en matière d'exonération, de promotion sur les zones économiques, etc., sur la mise en place d'un développement économique sur le PCI. L'intercommunalité, bien sûr, pourra financer ces transferts de charges, notamment lors de transferts de compétences, hein. Nous, on a travaillé il n'y a pas si longtemps que ça, donc l'an dernier, sur une intercommunalité justement qui passait en fiscalité professionnelle unique. Et dans les dernières années, donc, elle a acquis des compétences, mais en transférant uniquement les charges et sans transfert finalement de la part des communes des ressources qui allaient avec. Donc ça, c'était quand même quelque chose de particulier parce que l'intercommunalité s'est retrouvée à être vraiment le couteau sous la gorge, financièrement parlant, et ne plus dégager finalement suffisamment d'autofinancement pour pouvoir valider tous les projets qu'elle pouvait avoir pour fonctionner correctement et pour assurer un service public de qualité sur son territoire. Donc le passage en fiscalité professionnelle unique lui a permis et va permettre donc à cette intercommunalité de financer donc tous ces transferts de charges et de pouvoir récupérer un petit peu d'oxygène sur le financement de son territoire. On l'a vu, hein, c'est neutre budgétairement parlant pour les communes et pour le PCI. Il n'y a pas de perte et d'appauvrissement au niveau donc, de la fiscalité au niveau du territoire, hein. C'est vraiment un équilibre qui se fait entre, d'un côté,
on donne une ressource des communes membres vers le PCI. De l'autre côté, on renvoie l'ascenseur avec des attributions de compensation qui sont calculées à l'euro près pour permettre donc aux communes et à l'EPCI de pouvoir budgétairement fonctionner correctement comme c'était le cas avant. Par contre, c'est par la suite, finalement, que le PCI va pouvoir garder la dynamique finalement des bases fiscales, la dynamique du taux de CFE si elle veut l'actionner pour pouvoir financer ses projets de territoire. Et avec cette dynamique, donc, elle va pouvoir avoir une richesse supplémentaire donc, dans son budget. Atténuer les disparités de richesse fiscale en créant donc des dotations de solidarité, effectivement, passer en fiscalité professionnelle unique, ça permet de mettre en place donc de la solidarité sur le territoire. Et c'est une solidarité, une péréquation qui va être définie au niveau de l'EPCI. La dotation de solidarité, par exemple, elle va pouvoir être définie donc par les membres du conseil communautaire en fonction donc de critères qui seront les mêmes pour toutes les collectivités et pouvoir redistribuer finalement vers les communes membres. On pense souvent notamment aux charges de centralité que peuvent absorber certaines communes centres sur des territoires. Ben, la dotation de solidarité communautaire va permettre justement, pourquoi pas, d'alléger finalement le poids que peuvent avoir les communes centres par rapport à ces charges de centralité. Donc ça, c'est quelque chose qui participe finalement à la solidarité donc, du territoire. Et chose ce que l'on a souvent aussi, c'est que les impacts donc, sur les dotations donc, d'intercommunalité vont être positifs. Donc l'intercommunalité va recevoir des dotations un peu plus importantes que ce qu'elle a en fiscalité additionnelle, tout simplement parce que, avec l'intégration de compétences supplémentaires, le coefficient d'intégration fiscale, le CIF, au niveau de l'EPCI, va pouvoir augmenter et donc, du coup, va pouvoir permettre à l'EPCI, toutes choses étant égales par ailleurs, bien sûr, de bénéficier d'une dotation d'intercommunalité de la part de l'État qui va être un peu plus importante. De l'autre côté, bien sûr, il y a des points de vigilance à avoir. La neutralité budgétaire dont on parlait au niveau du bloc communal, que ce soit commune, intercommunalité, donc elle est assurée, il n'y a pas de souci. Il peut y avoir, par contre, et il faut être attentif à ça, un jeu qui peut être assez léger, de plus et de moins donc, entre les contribuables, c'est-à-dire certains contribuables vont peut-être payer un peu plus d'impôts et d'autres vont payer peut-être un petit peu moins d'impôts. Effectivement, quand on va passer donc de taux CFE qui vont être différents au niveau des communes membres à un taux CFE unique au niveau de l'intercommunalité, il va y avoir finalement un jeu qui va se faire au niveau des contribuables, donc qui peut ne pas être neutre. C'est pas non plus ça va se lisser dans le temps et ça va être assez léger comme écart d'imposition supplémentaire. Les attributions de compensation, elles ne sont pas révisables forcément dans le temps. Alors, la révision de ces attributions de compensation est encadrée et en fonction des circonstances qui sont bien précises et les textes en vigueur sont là pour rappeler ce qu'il en est. Donc, les attributions de compensation, on ne peut pas les indexer. Par exemple, on peut pas dire les attributions de compensation qui sont versées de l'intercommunalité vers les communes, je les indexe sur l'inflation. Comme ça, du coup, ça permet aux communes d'avoir quelque chose, un petit matelas qui suit une inflation et il n'y a pas de souci. Non, il y a des règles à respecter. Donc, effectivement, ces attributions de compensation, elles sont figées à l'instant T, mais elles ne sont pas figées dans le temps. Elles peuvent être révisées à tout moment, donc sous décision du conseil communautaire et des communes membres, donc qui peuvent partager leurs interrogations par rapport à ces attributions de compensation et à leur évolution. Il y a aussi donc, comme point de vigilance à avoir, les modifications que finalement on va avoir au niveau des communes membres par rapport au calcul du potentiel fiscal et financier avec ce changement de fiscalité, de régime de fiscal. Donc effectivement, on va avoir des variations qui peuvent être ou à la hausse ou à la baisse, en fonction donc des communes. C'est un jeu, un calcul, un jeu mathématique finalement lié à un calcul qui diffère quand on est en fiscalité additionnelle ou quand on est en fiscalité professionnelle unique, mais c'est vraiment à la marge. Là, dans une étude qu'on a fait l'an dernier, les modifications donc, au niveau
dotation, hein, puisque derrière ces modifications de calcul de potentiel fiscal et financier, vous avez comme incidence pour les communes membres d'avoir plus ou moins de dotations de la part de l'État, notamment les dotations de solidarité urbaine, dotation de solidarité rurale ou la dotation nationale de péréquation, qui fonctionne finalement avec ce potentiel financier et fiscal des communes. Donc si vous avez votre potentiel fiscal qui augmente, mais vous risquez d'avoir un petit peu moins de dotation de solidarité rurale, par exemple. Donc, sur une étude qu'on avait menée, je vous disais, l'an dernier, sur une intercommunalité qu'on a accompagnée à ce passage en fiscalité professionnelle unique, hein, pour la totalité des communes, hein, la perte de dotation de solidarité rurale, hein, puisqu'on était plutôt sur un territoire rural, était inférieure donc à 1% de la dotation telle qu'elle était, hein. Donc c'était vraiment très minime et très très léger comme perte de dotation. Mais certaines communes, elles, bénéficiaient, et là aussi, quand on ne bénéficie pas forcément à la hausse. Donc c'est relativement à la marge qu'on a ces modifications donc, qui s'appliquent sur les dotations. Alors, quelles objections on peut rencontrer et quels arguments on va mettre en face? Faire une liste de tout ce que l'on retrouve à nous, hein, sur comment s'appelle, les pertes de recettes, donc les objections que l'on nous donne, hein. Donc effectivement, c'est une perte de recettes pour la commune, et donc du coup, je m'appauvris, ce que je disais tout à l'heure. Alors, non, hein, vous avez bien compris, hein, on doit respecter une neutralité budgétaire par ce jeu de finalement, je transfère de la fiscalité économique et de l'autre côté, je donne des attributions de compensation. Donc c'est un jeu à somme nulle lors du passage en fiscalité professionnelle unique et le changement de régime. Et donc il n'y a pas un appauvrissement de la collectivité, de la commune, il n'y a pas de perte de recettes en soi. D'accord? Deuxième chose, c'est je perds du pouvoir de taux, puisque j'avais effectivement la possibilité d'augmenter mon taux de CFE comme je le souhaitais, et donc même de pouvoir avoir aussi une politique d'exonération fiscale comme je le souhaitais. Alors, ce que l'on constate souvent, hein, c'est que c'est un taux qui n'était pas forcément actionné, hein, par les communes, hein, donc souvent c'est pas un taux que l'on augmente ou autre, donc ce pouvoir de taux finalement, c'est vrai qu'on en parle souvent, mais il est rarement actionné. Et il participe aussi finalement à l'harmonisation de la fiscalité économique sur le territoire, hein. Donc, on met tout le monde finalement sous le même taux de CFE, plutôt que d'avoir des taux qui vont être totalement différents d'une commune à l'autre. Et ce que je disais tout à l'heure, ça participe à avoir moins de concurrence sur le territoire. Perte de dynamique des bases. Ben oui, j'avais des bases fiscales donc en CFE. Je les transfère finalement, ces bases fiscales, donc à l'intercommunalité. Donc, OK, vous me redonnez de l'attribution de compensation, mais cette attribution de compensation, elle n'est pas dynamique, contrairement aux bases. Donc, les bases fiscales, si on prend le taux qui va être cette année, donc des bases fiscales, la dynamique, c'est plus 3,9%, hein, qui va concerner notamment les locaux d'habitation et pas tous les locaux économiques, hein. Les locaux économiques qui vont être à ce 3,9%, c'est uniquement les locaux industriels, hein. Les autres locaux économiques qui ont été révisés en 2017, eux, vont voir l'augmentation de leur base liée à la grille tarifaire des loyers qui est mise à jour donc, chaque année par l'administration fiscale au niveau de chaque département. Donc voilà, il faut se rassurer que finalement, la dynamique des bases des locaux économiques, elle est relativement faible. Elle n'est pas liée à ce coefficient de revalorisation annuel qui est lié à l'inflation, et ça représente qu'une faible part du produit fiscal donc des communes. Pour pareil, sur l'exemple que l'on a étudié l'année dernière, ce que représentait finalement la fiscalité économique sur la plupart des collectivités donc du territoire pour lequel on avait travaillé, c'était entre 5 et 20% du produit fiscal de chaque commune. Donc c'était assez faible. Et si on mettait là-dessus, donc on faisait le calcul de la dynamique finalement des bases, la dynamique des bases représentait que quelque chose d'epsilonesque finalement pour les communes. Je me souviens, j'avais fait le calcul sur une commune qui était vraiment arc-boutée là-dessus. Je disais, non, moi je perds la dynamique. Et pour un budget de la commune qui était de 400 000 euros de mémoire, la perte dynamique des bases pour les locaux économiques, donc elle avait transféré à l'intercommunalité, ça représentait 200 euros par an. Donc c'était quelque chose qui était vraiment voilà, aberrant. On discutait sur un bout des miettes finalement, et voilà, il n'y avait pas lieu d'avoir cette discussion-là.
c'est une objection qui est vite mise de côté. Ce que l'on a aussi, c'est j'ai plus aucune fiscalité qui va être liée aux locaux économiques de moi, commune finalement. Voilà, je perds finalement cette fiscalité-là. Oui, pour la fiscalité d'occupation des locaux économiques, que représentent la CFE, l'IFER et la TASCOM. Par contre, la perception de la taxe foncière sur les locaux économiques persiste et reste aux communes membres. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, que les communes membres, elles perçoivent toujours la taxe foncière sur les locaux économiques, que ce soit sur des locaux industriels ou des locaux professionnels. Donc quand une entreprise vient s'installer, construire un bâtiment logistique, par exemple, sur votre territoire, il y a une répartition qui se fait de la richesse, finalement, avec d'un côté la taxe foncière qui ira, pour la grosse partie, sur la commune, et de l'autre côté, la CFE qui ira, finalement, à l'intercommunalité et au territoire dans son ensemble. Donc il faut aussi avoir ça en tête. Souvent, les élus l'oublient. Je ne peux pas renégocier mes attributions de compensation. Du coup, c'est quelque chose qui est dans le temps, qui est figé. Oui, effectivement, c'est figé. Mais les révisions sont possibles. Le vendredi après-midi. Alors, on entend quelqu'un. Ah, en Côte d'Or cette fois-ci. Le... C'est quelqu'un de notre famille. C'est pas de ma famille. On peut bloquer les micros, s'il vous plaît. Mais c'est pas ma famille. Donc, pas de renégociation des attributions de compensation. Les révisions sont possibles, effectivement, de ces attributions de compensation sous condition. Donc, effectivement, si on voit qu'il y a un déséquilibre qui se crée sur les attributions de compensation, c'est quelque chose qui peut être révisé à un certain moment. Soit en faveur des collectivités, des communes membres, soit en faveur de l'EPCI. Ça nous est arrivé de revoir les attributions de compensation, mais justement, on a fait ce travail-là l'an dernier parce que lors d'un transfert de compétences sur les installations sportives, notamment avec 2 piscines sur un territoire, finalement, les équilibres financiers qui avaient été calculés à un certain moment ne tenaient plus et n'étaient plus supportables pour l'intercommunalité. Donc l'intercommunalité a demandé aux communes de l'aider finalement dans cette démarche-là. Et on a trouvé une petite clé de répartition donc, qui a fait qu'en fonction du kilométrage des communes par rapport au point des piscines notamment et des installations sportives que l'on pouvait avoir, du coup la participation était plus ou moins importante, ce qui permettait finalement de financièrement refaire reposer sur l'ensemble des communes des territoires le coût d'une prestation qui avait été mal évaluée au départ lors du transfert de la compétence vers l'intercommunalité et qui a permis de rééquilibrer et de redonner finalement un petit peu de marge de manœuvre financière à l'intercommunalité. Donc ça, c'est des choses qui sont plutôt bien accueillies et qui peuvent se faire en bonne intelligence. Je vais perdre des dotations par la modification donc, des agrégats fiscaux. C'est ce dont je parlais juste avant. C'est effectivement les dotations d'aménagement donc, que constituent les dotations de solidarité urbaine ou rurale ou la dotation nationale de péréquation peuvent bouger pour les communes, effectivement, mais ça reste vraiment à la marge. C'est très très léger, c'est inférieur à 1% de la dotation. La dotation intercommunale, elle, par contre, l'intercommunalité, elle va croître avec les prises de compétences. Et donc, du coup, ça, c'est bénéfique pour le territoire et pour les finances de l'EPCI. C'est plutôt positif. Une dernière petite objection que l'on peut rencontrer aussi, c'est que, OK, on passe en FPU pour financer un territoire, mais quel est le projet de mon territoire? Alors oui, oui, parfois, on ne sait pas, on ne se connaît pas bien, ou on évite de se connaître, il faut peut-être se mettre autour de la table, et c'est justement le bon moment de créer ce projet territoire et de commencer à se mettre autour de la table pour pouvoir parler d'un projet territoire. Donc effectivement, même si on est sur 2 vallées différentes, il y a peut-être des enjeux qui sont communs à nos deux vallées, et pourquoi pas mettre en commun certaines finalement choses, certaines prérogatives finalement et compétences que l'on peut avoir, de les mettre en commun et de les partager et de pouvoir assumer sur le territoire donc, et financer ce projet de territoire via un nouveau régime de fiscalité professionnelle unique. Voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler sur tout un tas d'arguments et finalement d'oppositions que l'on peut avoir sur cette thématique donc, du régime de fiscalité professionnelle unique. Alors je ne sais pas si chez vous, vous êtes dans des
aujourd'hui des réflexions donc, pour passer et pour effectivement à ce nouveau régime de fiscalité professionnelle ou pas, ou si on en est toujours, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire au niveau soit des élus. Alors souvent, effectivement, ça coince au niveau des élus et ça coince pas forcément au niveau donc euh, des, euh, des agents qui ont bien conscience que finalement, mettre en commun finalement les choses, ce sera peut-être plus simple. Mais bon, ça peut être voilà, intéressant de partager vos expériences, pourquoi pas, sur ce principe-là. Donc, soit par le chat, soit en prenant la parole, comme vous le souhaitez. Là, j'ai Émilie. Bonjour. Nous avons des taux de CFE très différents donc, sur notre territoire. Ben oui, donc lors du passage en FPU, quel taux de CFE sera appliqué par la communauté de communes? Alors, effectivement, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais euh, le fait d'avoir plusieurs taux donc, de CFE, lorsqu'on passe d'un régime de fiscalité additionnelle au régime de fiscalité professionnelle unique, on va unifier le taux, on appelle ça, hein. On va calculer un taux moyen pondéré par les bases donc, de CFE du territoire. Et donc, à partir de ce taux moyen pondéré de CFE, c'est ce taux qui va devenir finalement une cible et qui va être le taux de l'EPCI. Alors, ce taux donc, peut être décidé soit d'être celui-ci, soit d'être en dessous, hein, mais en principe, on garde celui-là. Il ne peut pas être au-dessus, par contre, de ce taux. Donc, le taux nouveau de l'EPCI, de CFE, sera voté. Souvent, ça va être le taux qui va être donc issu de ce calcul-là. Ensuite, sur chaque territoire, hein, les entreprises ne vont pas changer finalement de taux de CFE du jour au lendemain. Elles ne vont pas passer, par exemple, d'un taux de 15% à 20%, nouveau taux de l'EPCI, d'une année à l'autre. Donc, il va y avoir un lissage qui va s'appliquer. Ce lissage, il est calculé aussi en fonction donc, de l'écart de taux que l'on peut avoir sur le territoire entre le taux de CFE le plus faible et le taux de CFE le plus élevé, hein. Ce lissage va s'appliquer sur 2, 3, 4, 5 années ou jusqu'à un maximum de 12 ans possible donc, pour appliquer ce lissage de taux. Donc soit il est calculé, donc il y a l'article dont on parlait, le 1609 Muniz, c'est du CGI qui détermine comment doit être calculé finalement ce taux CFE et ce lissage donc dans le temps. Soit le lissage peut très bien être décidé par l'intercommunalité au maximum possible, c'est-à-dire 12 ans. Donc voilà, ça se fait finalement progressivement, de manière à ne pas avoir un impact trop important au niveau des contribuables qui passeraient d'un taux de CFE faible à un taux un peu plus élevé. Souvent, ce que l'on peut voir, c'est que l'impact quand même sur les contribuables est assez faible aussi, hein. Euh, Là, sur l'étude qu'on avait fait l'an dernier, sur l'intercommunalité, pour les plus gros contribuables qui payaient euh, 10 000 euros de CFE sur l'année, l'impact d'un changement donc, de taux CFE qui passait, je crois, de 15 à... On passait de 20 à 28%, pardon, se résumait à 300 euros annuels, hein, pour une CFE de 10 000 euros, hein. Donc ça reste pour un gros, hein. Là on parle sur des gros, hein. Donc ça reste limité. Dès qu'on est sur des petits contribuables, hein, on joue à quelques euros, hein, à quelques dizaines d'euros, voilà, ça monte pas au-dessus de 10, 20, 30, 40 euros, 50 euros maximum, puisque les taux de CFE sont quand même assez euh, limités et contraints au niveau d'un territoire. Pas si vous avez d'autres questions ou si vous voulez que j'apporte d'autres précisions par rapport à ce que j'ai pu développer, n'hésitez surtout pas. Encore 10 minutes si nécessaire. On ne va pas forcément tenir les 10 minutes s'il n'y a pas de questions. Non, Monsieur moi, j'avais Crinière, oui, allez-y, je une vous remarque. écoute. Alors, Claude Krieger, donc vice-président de la communauté de communes Carnet Pays de France, donc ça se situe dans le Val d'Oise. Effectivement, on est encore une des seules EPCI qui n'est pas en fiscalité, en FPU, donc toujours en fiscalité additionnelle. Moi, je me suis en fait voir objecter donc le fait effectivement que c'était une perte de souveraineté pour les communes
Et alors, malheureusement ou heureusement, la communauté de communes a pris beaucoup de compétences. Donc, effectivement, c'est peut-être qu'on aurait peut-être pu le faire avant. Et c'était la perte aussi dynamique, la perte donc de dynamique des bases. Mais bon, effectivement, vous avez expliqué, donc, en tout cas, vous avez affiché les arguments qu'il fallait opposer à ces objections. Mais on a eu beaucoup de mal, effectivement, parce qu'on a des grosses communes qui ont beaucoup de richesses, notamment des zones d'activité. Effectivement, ces communes n'étaient pas très favorables de passer à la FPU. Mais bon, je crois que j'ai compris vos arguments. Enfin, en tout cas, c'est très clair pour moi. C'est ce que j'avais opposé à l'époque, mais Mhm. malheureusement, je n'ai pas été assez convaincant. Mais bon. Alors, ce qui est embêtant, c'est que parfois l'État vous impose effectivement, vous voyez, par exemple, des mariages forcés, mais là, pour la FPU, non, on laisse effectivement, bon, c'est une certaine démocratie, on laisse la liberté aux communes, aux comités de communes de passer ou non à FPU. Voilà, donc ça aurait été plus simple effectivement que ce soit imposé, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça reste, le nombre de comités de communes qui ne sont pas en FPU est marginal, Tout à donc, on fait. a un travail à faire. Vous étiez allé jusqu'à un vote donc en conseil communautaire pour un passage ou pas? Oui, oui, tout à Oui. fait. On est allé là. Oui, oui, tout à fait. Enfin bon, ça c'est dans les commissions de finances. Alors nous, on avait confié une mission à KPMG. Mhm. Voilà. Non, non, on était allé très loin avec le chiffrage des compétences. Non, non, on est allé très loin. On a dépensé beaucoup d'argent d'ailleurs en études pour Mhm. effectivement pour aboutir en fait à un blocage. Hein. Donc, alors on n'est peut-être pas allé jusqu'en non, on n'est pas allé jusqu'en vote à un conseil communautaire, mais on savait très bien que effectivement la tendance irait à un contre. Donc, D'accord. voilà. Enfin, Donc, un avis favorable. il faut effectivement qu'il y ait un consensus hein, sur Ah oui, oui, bien effectivement, sûr. voilà, Non, on peut pas forcer, hein. non, 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 bien sûr. Donc, il n'y avait pas de consensus et donc, effectivement, on n'est pas allé jusqu'à un vote. Ouais, tout à fait. Donc, oui, vous avez 19 communes, hein, je crois, sur votre territoire, hein, 19 c'est ça? communes. 19 Voilà, ouais. communes. Donc, ça fait déjà un gros territoire. Oui. Donc, effectivement, comme vous l'exprimez, il y a parfois des communes qui ont une richesse, une grosse entreprise, et donc qui est implantée sur, bah, soit euh, de- donc chez vous, ça peut être sur de l'agroalimentaire, c'est ça, Oui, il y a non? Baillet, il y a les communes de Montsou, mais les communes de Chaumontel également, où il y a des zones d'activité, les Ouais, communes de Viarmes aussi, où il y a des zones d'activité. Ce sont ces communes qui sont en fait les communes les plus importantes en nombre d'habitants qui, effectivement, ouais. pas favorables au passage dans FPU. Mais les petites communes, effectivement, même moi, étant maire d'Asnières-sur-Oise à l'époque, j'étais favorable effectivement à ce passage de FPU parce que j'avais parfaitement compris les intérêts. Mais bon, on n'a Mhm. pas réussi à convaincre ces grandes communes qui, effectivement, sont plus riches que d'autres. Voilà. Ouais, ouais. Donc ça, c'est toujours la difficulté, effectivement, du partage de cette richesse, hein, et de mettre finalement de la solidarité sur le territoire. Certains le comprennent très facilement, d'autres un petit peu moins. Bon, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage, effectivement. Ouais. C'est un petit peu En tout cas, dommage. votre exposé est très clair. Bon, très bien. Est-ce qu'on, vous allez nous envoyer éventuellement ce que vous avez projeté ou pas? Oui, bien sûr, je pense, Yasmine, Oui, la présentation? Oui, c'est très bien. Très C'est bien. très bien. Parce Voilà. qu'effectivement, il faut y penser maintenant pour 2026, hein, Oui. puisqu'effectivement, donc, on remettra ce projet sur le métier. Voilà. Donc effectivement, soit dès 2024, même si là on a déjà un mois qui est passé sur 2024, mais pourquoi pas un vote en 2024 pour déjà un passage en 2025 et Voilà. structurer le passage, enfin le régime fiscalité professionnelle unique dès 2025, ou Oui. alors bah, vous avez encore aussi 2025, bien sûr, et par Pour contre la aller. structuration se fera en 2026. Bon, Oui. ça c'est après à vous de Mais voir. selon vous, vous ne pensez pas que l'État, à un moment donné, va imposer, je dirais, aux comités de communes qui sont toujours en fiscalité additionnelle, va pas l'imposer? Non, 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 c'est pas dans les tuyaux, hein, c'est pas D'accord. donc Et- effectivement une d'accord. imposition indirecte. Ça a été finalement les mariages qui se sont faits forcés Oui, donc avec la loi NOTRe, hein, puisque oui, quand ça. vous mariez un EPCI en fiscalité professionnelle unique et un en fiscalité additionnelle, c'est celui en fiscalité additionnelle qui doit s'aligner sur la fiscalité professionnelle unique. Donc c'est pour ça qu'on a eu une dégringolade là, du nombre de PCI en fiscalité additionnelle donc en 2017, hein, de 2007 à 2017, hein, avec ces mariages. Là, pour l'instant, non, il n'y a rien dans les tuyaux. Il y C'est avait à un impressionnant moment. parce que Oui.
Les comités de communes en FPU, il y en a 1254, il en reste 161 à l'échelle du territoire, c'est-à-dire Ouais. 12,8% d'après ce que j'ai lu, hein. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est Donc vraiment marginal, hein. c'est marginal, ouais, c'est marginal, effectivement. Ouais. Bon. C'est intéressant d'ailleurs de savoir quelle est un peu la structuration de ces 161 EPCI. Est-ce que c'est des communes ou des comités de communes où il y a beaucoup d'activités? Est-ce que, si j'ai bien compris, ce ne sont pas les communes rurales, mais Alors, c'est quand même si ce sont plutôt des communes rurales, si je reviens là sur la slide, hein, ah, on est quand même sur des communes qui sont plutôt rurales, avec des d'accord, intercommunalités qui ont donc entre 5 000 et 15 000 habitants. d'accord. Chez vous êtes plutôt à 30 000, je crois, habitants, hein, c'est ça, Oui, à 33 peu 000. près. Voilà, ouais, tout à fait. Donc vous êtes déjà assez conséquent en nombre d'habitants. Mais si, voilà, si vous regardez le tableau du milieu, hein, vous voyez, D'accord. voilà, ça fait 97 hein, qui sont inférieurs à 15 000 habitants. Donc on est sur des territoires assez ruraux, effectivement. Ouais. Donc où et avec parfois pas mal de communes aussi, Mm. qui fait que on perçoit pas très bien forcément le projet territoire et notamment on n'est pas sur des bassins de vie forcément équivalents. Donc ça peut poser souci et poser un obstacle finalement à certaines intercommunalités Ouais, pour c'est quand la passer strate 30 000 à 50 000, il y en a 10. additionnels, il en reste 10, quoi. Ouais, c'est pas beaucoup, c'est pas énorme. C'est pas beaucoup, non. D'accord. Merci, c'est comme Jacques. Je vous en prie, merci. Oui, oui, le micro, oui, voilà, oui, Oui, vous m'entendez? oui, allez-y. Oui, bonjour. Alors, Monsieur Bonjour. Baron, de la communauté de communes de l'Est de la Somme. Donc, on correspond sur les statistiques aux exemples, hein, rural, peu développé, peu d'habitants, beaucoup de communes. Nous, sur l'aspect, on va dire qu'on a déjà engendré en fait toute la pédagogie auprès des maires et de toutes les des 41 communes de la Com sur tout tout ce que vous avez expliqué, on l'a déjà fait. Voilà, donc sur ces 4 derniers mois, on a commencé depuis septembre. Et donc là, on rentre vraiment dans les considérations techniques, hein, sur tout ce qui va être, on n'a pas encore pris la délibération, mais tout ce qui va être composition de la CLEG, la CIDD, etc., le calendrier à présenter aux élus. Mais moi, j'ai juste une question donc vraiment technique sur l'exemple que vous avez donné sur les 2 piscines qui étaient dans une intercommunalité. Ce que je comprends, c'est que c'est une révision d'une AC a posteriori d'une compétence qui était déjà exercée par une communauté de communes et sans transfert de charge. En gros, c'est qu'on acte, entre guillemets, le passage, comme si la compétence avait été transférée, mais on le capitalise. C'est ça l'idée? Oui, en fait, la compétence avait bien été transférée avec une partie finalement de calcul qu'avait fait la CLECT, hein, on était déjà sur une fiscalité professionnelle unique, hein, un régime de fiscalité professionnelle unique. Le Mhm. transfert s'est fait dans ce régime-là, mais les calculs générés par la CLECT, finalement, n'arrivaient pas, notamment en termes d'investissement qu'il fallait apporter pour moderniser ces bassins ces territoires-là, n'ont pas permis finalement à l'intercommunalité de pouvoir absorber tous ces coûts Ah, futurs d'accord. finalement qui ont été engendrés par la modernisation des bassins. Et Ok, je donc l'avais du pas coup, compris comme ça. Ok, voilà, pardon. l'intercommunalité du coup a été obligée donc de demander aux communes donc de revoir finalement leur participation et donc en diminuant les attributions de compensation Ok. pour ces communes-là. Non, je pensais dans le Donc, cadre, si imaginons aujourd'hui nous sommes en fiscalité additionnelle, mhm, qu'on exerce déjà la compétence sportive avec ouais. une piscine et que demain on passait en fiscalité professionnelle unique et je minorais les attributions de compensation en disant j'exerce une piscine. Alors vous ne me l'avez pas transférée parce que je l'exerçais déjà avant. Est-ce que c'est possible de la prendre en considération? C'était ça le sens de mon interprétation de tout à l'heure. Alors, oui, puisque on a eu le cas, nous, sur un transfert de petite enfance, hein. Donc, effectivement, où ce transfert de compétences avait été fait à l'intercommunalité en régime de fiscalité additionnelle, Mhm. en transférant la totalité des charges, mais sans transfert de ressources supplémentaires. Comme Donc, oui, le classique. voilà, le classique. L'intercommunalité n'a pas souhaité augmenter ses taux et les communes n'ont pas voulu transférer quoi que ce soit, soit baisser ses taux, enfin faire le système, hein, dont je vous montrais tout à l'heure. Donc, c'est le cas Mhm. classique. Donc, effectivement. Euh, donc là, il y a eu un passage en fiscalité professionnelle unique qui s'est passé et lors de la mise en place de la CLECT, effectivement, il a été souhaité effectivement par le conseil communautaire que soit revue
cette compétence et notamment le financement de cette compétence. Donc le transfert de charges qui avait été fait à l'époque, donc de le regarder un peu plus attentivement et de l'impacter sur les attributions de compensation des communes qui ont transféré la compétence donc à l'époque. Donc oui, oui, c'est quelque chose Très qui bien. peut Ok. effectivement être revu. Bon, après, il ne faut Alors, pas déséquilibrer ni les communes ni l'interco, hein, c'est pas l'objectif non, de. non, exactement, tout à fait. Mais finalement, il y a quand même eu au départ un déséquilibre qui a été fait lors de la Bien prise de sûr. compétence par l'intercommunalité. Et ça, Bah, les on communes peut. en avaient plus ou moins conscience. Je sais pas, je saurais pas dire si c'est une prise de conscience ou pas, mais je donne en fait, tout ce que vous avez pu dire, hein, enfin, on le vit, façon de parler, mais par exemple, quand on a récupéré la compétence d'assainissement collectif et non collectif en 2020, qui était une obligation législative, Mhm. de mémoire, enfin, je suis arrivé quelques mois après, mais je n'ai pas souvenir que les communes aient baissé leur taux et nous, pour autant, on n'a pas eu de recettes supplémentaires, en fait, pour exercer ces compétences-là. Sachant que les réseaux n'ont pas été entretenus pendant 50 ans, aujourd'hui, on doit lever des emprunts, etc. Enfin, c'est moins marrant, bref. Mais Oui, non, tout non, à je fait, comprends totalement la dynamique. tout à Je trouve fait. ça intéressant. Et c'est justement l'instauration de cette CLECT, où dans cette CLECT, bon là j'en ai pas parlé en détail, mais la CLECT, elle va être composée à minima de un représentant par commune. Bien sûr. Un peu à l'image de la Voilà. conférence des maires, quoi. Oui, alors après c'est vous qui Ça déterminez reste libre, les bien critères. sûr. Voilà, ça reste totalement libre et donc ça sera inscrit dans le règlement intérieur donc qui sera à définir de la CLECT. Mais effectivement, vous pouvez faire un pour un, hein, une commune est représentée par une personne, ou alors la représentation effectivement du conseil communautaire, hein, donc avec Mhm. la commune centre qui a plus de représentants que les autres communes. Ça devient politique après. Voilà, On va dire. après, voilà. Mais c'est au moins chaque commune doit être représentée. Donc à partir du moment où chaque commune est représentée, ben, tout le monde se met autour de la table au niveau de la CLECT. Alors il faut mettre des personnes qui sont un petit peu en appétence avec les finances, hein, parce Mhm. qu'on va parler beaucoup de chiffres et autres. Et après, cette CLECT elle va être chargée finalement de mettre en place une méthodologie d'évaluation effectivement de ces charges transférées, que ce soit donc pour les charges de fonctionnement, les charges donc d'investissement, et effectivement étudier ce qui va être le mieux pour l'ensemble, donc, et communes et intercommunalités, et pas créer ce déséquilibre dont vous parliez tout à l'heure. Donc, Mhm. mais en ayant autour de la table, finalement, l'ensemble des communes, ça va permettre à cette CLECT de ben, pouvoir se positionner en toute connaissance de cause, hein, en ayant tous les chiffres aussi de son côté, hein, parce que souvent il y a beaucoup de personnes qui parlent sans avoir les chiffres qui correspondent hein, aux compétences qui sont transférées, mais de se dire effectivement, dans le cas que vous, dont vous notiez, hein, sur eau assainissement, ben, dans l'avenir il y aura quand même pas mal de charges donc, à assumer, Bah, je pense que à ben, 2026 avec l'eau potable, hein, le transfert exactement, hein. automatique. Que vous, demain, voilà, vous avez pas assumé finalement cet entretien tout au long de la vie de cette compétence. C'est moi qui vais la voir en totalité. Bah non, il faut repositionner ça, reposer finalement au niveau donc, de la CLECT les avantages de chacun et les inconvénients que vont subir chacun, et faire financer finalement équitablement les investissements futurs qu'il faudra avoir Mhm. Ah, mais sur le pour ce principe, transfert de je compétences, hein. suis totalement convaincu et du principe et du bien fondé de Ouais, l'action. ouais. Et Après, il faut pouvoir le faire entendre effectivement à tout le Non, monde. franchement, ça commence à venir. Je pense que la Bon, majorité des élus sont plutôt convaincus du bien fondé. Il faut y aller. Ils avaient fait une première tentative en 2018 qui a avorté, hein, pareil, plein de paiements, d'études, etc., ouais. de chiffres. Et là, il y a une mini prise de conscience, ça commence à venir. Donc, on creuse là-dessus, mais ça va porter ses fruits. Donc, nous, l'objectif, c'est de passer en FPU en 2025. D'accord. Bon, c'est très bien, parfait. Très bien, très bien. Voilà. Continuez. Bon, bah, merci en tout cas pour la pédagogie et c'était très clair. Ben, je vous en prie, merci à vous. Il y a d'autres mains qui se sont levées? Oui? Voilà, oui. Donc, je ne sais pas, oui, allez-y. Oui, je me posais la question justement parce que la communauté de communes Carnet Pays de France a pris, a pris beaucoup, beaucoup de compétences. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a peut-être eu une erreur de stratégie parce qu'effectivement, ayant pris toutes les compétences, bah, c'est la commune, toutes les compétences possibles, donc au niveau de la communauté de communes, effectivement, c'est pas pour moi, ça n'est pas une incitation effectivement au passage en FPU. Donc là, peut-être que on n'a peut-être pas été très très bon en termes de stratégie en reprenant beaucoup de compétences. Donc les communes pour autant n'ont pas baissé leur taux,
mais la communauté de communes, bien sûr, a dû augmenter ses taux pour financer justement toutes les compétences qui avaient été reprises. Est-ce que je me trompe dans mon raisonnement? Non, non, c'est totalement ça, effectivement. Donc, du coup, vous surfiscalisez le territoire, alors que vous auriez été en régime de fiscalité professionnelle unique. Bah, finalement, il y aurait eu ce transfert de fiscalité qui aurait permis finalement de financer les compétences. Et par ce jeu d'attribution de compensation et de diminution de l'attribution de compensation, de permettre finalement à l'intercommunalité de pouvoir bénéficier du financement donc, de ces compétences-là. Tout à Donc fait. effectivement, voilà, ça rejoint finalement ce que disait Monsieur tout à l'heure hein, aussi, Monsieur Baron, c'est que voilà, on arrive finalement en fiscalité additionnelle quand on prend des compétences à ne prendre que la charge Mmh. finalement Mmh. liée à la compétence. Mmh. Et derrière, le financement, vous vous débrouillez. Ouais. Et il y a souvent cette entente entre communes et intercommunalité, hein, par ce jeu de taux, ben, ne se réalise pas. Ne se réalise pas. Mais ça peut être un argument supplémentaire pour dire, ben, regardez, nous, depuis X temps, chez vous, par exemple, on a pris telle compétence, telle compétence, telle compétence. On l'a financé comment? Par des augmentations de taux. Et Mmh. finalement, regardons sur le territoire ce qui se passe. On surfiscalise le territoire parce que, normalement, on aurait dû jouer à ce jeu d'équilibrage, finalement, entre les contribuables pour le bienfait des contribuables du territoire Mmh. et de ne pas surfiscaliser. Donc ça peut être un argument supplémentaire à avancer, pourquoi pas, de dire arrêtons ça, parce que Mmh. là, finalement, on surfiscalise le territoire et bah, c'est pas bon. Donc changeons de régime fiscal. Mmh. Très bien, merci beaucoup. C'est très clair. Je crois qu'il y avait un autre main qui était levé. Je ne vois pas tout le monde, donc, mais non, c'est bon. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être dernière question. Ah, c'est midi 7, on a dépassé un petit peu le temps. Merci Bon. beaucoup, M. Tomczak. Bah, écoutez, avec plaisir. Merci à vous d'avoir participé. Bah, j'espère que ça a été assez clair. Donc, Yasmine vous transmettra effectivement le nécessaire pour avoir la rediffusion et le support. D'accord. Voilà, merci à tous d'avoir pu participer et à vos questions. Merci beaucoup. Merci et bon courage à vous. À Merci. bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.